Bienvenue dans le webinaire de ce matin consacré donc à l'art, où nous allons répondre à la question suivante, qui est comment acquérir et optimiser votre patrimoine artistique. Alors juste un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux consignes importantes ainsi que les différentes étapes de ce webinaire. Tout d'abord, nous serons contraints de muter vos micros pendant la présentation afin que celle-ci soit la plus audible et la plus confortable possible. Vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à l'oral en fin de présentation pendant le créneau dédié des questions-réponses. Ensuite, à la fin de la présentation, vous allez recevoir donc un feedback form que nous vous demanderons de bien vouloir remplir. Il prend vraiment 2 minutes et il est très important pour nous car il nous permet de récolter vos commentaires et donc ainsi de s'améliorer de webinaire en webinaire. Vous pourrez également indiquer si vous souhaitez être contacté par Culture Patrimoine ou par la collection et si vous souhaitez recevoir le support de la présentation. Alors, concernant donc le déroulé de ce webinaire, donc il va durer environ 45 minutes et nous avons prévu 15-20 minutes de questions-réponses où vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à poser vos questions dans la présentation via le chat. Nous y répondrons avec grand plaisir. Donc, concernant la présentation, celle-ci sera assurée par Camille Giraudon, manager chez Culture Patrimoine, Alice Ducrot, fondatrice de La Collection, ainsi que Clara Rivollet, spécialiste en art moderne et contemporain chez Philips. Alors, quelques mots maintenant sur Culture Patrimoine. Je vois que nous avons certains clients avec nous lors de ce webinaire. Un petit mot maintenant pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Culture Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine et un family office indépendant qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Pour illustrer notre métier, nous aimons bien utiliser l'image du Sherpa patrimonial, car notre but, notre objectif, c'est d'être votre interlocuteur de référence, votre guide vraiment pour vous accompagner sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. Nous faisons cela avec une technicité reconnue, une expérience ainsi qu'une fiabilité également dans le temps. Si on devait se poser 4 questions sur Culture Patrimoine, je pense que ce seraient les suivantes. La première étant, quel est notre métier? Donc, notre métier, c'est de proposer des services patrimoniaux de conseil, avec ensuite une phase de mise en œuvre et un accompagnement vraiment dans la durée. Quel est notre objectif? Donc, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de ces sujets. Et pour qui? Donc, pas uniquement les personnes ayant un patrimoine ou des revenus importants, c'est vraiment également toutes les personnes qui se posent des questions, que ce soit sur la transmission, l'optimisation, la retraite. Voilà, c'est assez large. En fait, à partir du moment où on se pose une question sur ces sujets, nous pourrons tout à fait vous accompagner. Et comment? Donc, comme je vous l'ai dit, avec technicité, expérience et fiabilité. Bonjour à toutes et à tous. Merci de partager cette matinée avec nous. Donc moi, j'ai fondé une société de conseil qui s'appelle La Collection et l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent commencer à acquérir des œuvres d'art et leur ouvrir les portes du marché. Donc, c'est multi-période. Je n'ai pas forcément de période de prédilection puisque je me vois plutôt comme un chef d'orchestre qui va venir chercher des expertises dans le marché pour trouver en fait des réponses à vos goûts, à vos aspirations, à vos objectifs. Donc l'idée, c'est d'acquérir et ensuite de gérer vos œuvres d'art, votre collection. Et donc, voilà, c'est un conseil sur mesure, personnalisé, où il y a une partie, disons, de visite, d'exploration de vos goûts, de votre sensibilité. Et l'idée, en fait, c'est d'acheter des œuvres d'art, que ce soit ce qu'on appelle old masters, donc c'est plutôt des œuvres classiques, modernes ou plus contemporains, et ça va être plus le sujet de ce webinaire aujourd'hui. On va plutôt axer sur le marché de l'art contemporain en optimisant en fait le prix d'acquisition. Parce qu'en connaissant bien le marché, on peut comprendre, et on va développer ça dans les slides suivantes, quel interlocuteur avec quel interlocuteur interagir pour avoir un prix d'acquisition qui va rendre la possession de l'œuvre intéressante d'un point de vue plus-value éventuelle aussi. Ce n'est pas le sujet
principal de mon service. Mon service, c'est d'acheter des œuvres d'art qui vous plaisent, et on n'est pas dans une logique simplement d'investissement-revente, mais c'est aussi de soigner le prix d'acquisition de façon à ce que ce soit aussi une partie, disons, intégrante de votre patrimoine, qu'on puisse le valoriser et qu'on puisse aussi en espérer une plus-value si vous étiez dans une situation où vous étiez amené à revendre une œuvre. Une collection, c'est vivant, donc on peut parfois changer de goût et parfois être amené à céder des œuvres. Donc voilà, c'est tout ce process d'accompagnement de l'acquisition jusqu'à la cession éventuelle que je propose. Et donc, pour ce webinaire que on anime aujourd'hui, j'ai demandé à une spécialiste avec qui je travaille de longue date. C'est Clara Rivollet, donc, qui travaille au sein de la maison de vente aux enchères Philips, qui est une grande maison de vente internationale. Et donc, elle travaille au bureau de Paris. Et donc, Clara, je te laisse introduire Philips et ta fonction. Merci Alice. En effet, moi je suis spécialiste d'art moderne et contemporain basée à Paris pour Philips. Philips est une maison très ancienne, c'est une maison anglaise de vente aux enchères. Pour la petite histoire, c'était le clerc de vente de James Christie, donc Christie qui a fondé la maison Christie's en 1766. Donc, Monsieur Philippe avait fondé la maison Philips à ce moment-là, donc c'est une maison qui date du XVIIIe siècle. Et Philips a subi différentes reformulations et maintenant nous sommes spécialisés dans l'art du XXe siècle. Donc c'est une maison de vente qui est vraiment spécialisée dans toute la création du XXe siècle. Donc c'est à l'inverse de nos concurrents qui sont très généralistes, donc que sont Sotheby's et Christie's essentiellement. Eux font tous les départements, toutes les catégories. Nous, on a 6 départements, donc c'est une bien plus petite maison de vente aux enchères, beaucoup plus spécialisée. Et les 6 départements sont design, donc tout le design du XXe siècle, les estampes contemporaines, l'art du XXe siècle, donc l'art moderne et contemporain dont je fais partie, la photo, les bijoux et les montres. On est un peu plus discret en France parce qu'on n'a pas de vente aux enchères en France. On a des ventes aux enchères à Londres, New York et Hong Kong. Genève pour les montres et les bijoux. On est très connu sur les montres. On est vraiment leader dans les montres. Donc, vous avez peut-être entendu parler de Philips à travers éventuellement votre intérêt pour les montres vintage et nos ventes à Genève. Et en parallèle des ventes aux enchères, on a une activité qui est beaucoup plus discrète, qui est une activité très importante chez Philips de vente privée. Qu'on a à Paris. Donc, c'est des transactions en direct qui ne sont pas visibles sur notre site internet et où on a un vendeur et on va aller contacter un acheteur en direct. Voilà, et je vais parler avec Alice du marché effectivement plutôt moderne et contemporain. Donc, Clara et moi, nous allons animer, il me semble, Camille, arrête-moi si j'ai tort, donc la première partie sur plutôt le marché de l'art, et puis ensuite Camille vous éclairera sur la partie plutôt détention fiscalité. Exactement, c'est tout à fait ça. Bon. C'est parti, on commence. Ok. Là, on voulait simplement voilà, vous montrer un peu la progression de ce marché. Alors, le marché de l'art, il est aussi corrélé à la, disons, aux tendances de l'économie, et on peut aussi le corréler aux tendances boursières, aux tendances économiques, bien que l'art en tant que tel soit un placement qui soit décorrélé des fluctuations de la bourse, parce que par nature, il a cette caractéristique d'illiquidité. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'au XXe siècle, on a une progression des ventes qui a été quand même assez impressionnante. Et en fait, elle est rythmée par plusieurs événements économiques d'une part, mais là, on ne s'est pas trop arrêté là-dessus, plutôt de mouvements qui a accompagné en fait la lecture du marché de l'art et son déplacement. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte accélération après 1940 au niveau de l'abstraction, et c'est le moment où le marché, en lien avec la Seconde Guerre mondiale, se déplace aux États-Unis, parce que beaucoup d'artistes fuient en fait le nazisme et donc partent aux US. Et donc là, il y a des grands mouvements qui, disons, bouleversent complètement le marché de l'art.
les grands mouvements, ils ont commencé avec Cézanne, puis le cubisme, en fait, qui invente l'abstraction, et ensuite les Américains qui, disons, le poussent à son firmament avec notamment les œuvres de Jackson Pollock, pour en citer un seul. Et ensuite, on a une progression comme ça du marché qui est aussi accompagnée par sa valeur d'actifs dans le monde de la finance et de la collection. Des grandes collections et des grandes fortunes, en fait, se construisent au XXe siècle, et donc ça accompagne le marché de l'art. Si on passe à la seconde slide, sur le marché de l'art plutôt au XXIe siècle, donc on a toute cette progression du marché de l'art au XXe siècle et au XXIe siècle, donc depuis les années 2000 en gros, et donc en fait Internet. Il y a pas mal de vecteurs qui ont accompagné la croissance du marché de l'art et sa globalisation. C'est de toute façon la globalisation de l'économie avec un accès en fait, au marché qui est beaucoup plus profond. Avant, on habitait Paris ou Bordeaux, on allait dans la galerie, dans son quartier, puis on achetait des œuvres avec son marchand, et on n'avait pas idée de prix, on n'avait pas idée des grandes tendances. Aujourd'hui, les grands salons internationaux, donc par exemple Art Basel, qui est en fait une organisation qui a son salon à Bâle, mais aussi à Miami, maintenant à Paris avec Paris Plus en octobre, qui a remplacé la FIAC, et à Hong Kong, permettent vraiment de lier les acteurs du marché. Donc, dans le fond, tout le monde peut interagir et l'information est beaucoup plus accessible. Il y a l'impact, bien sûr, des technologies numériques avec les plateformes en ligne. Donc, tout le monde peut aller dans une salle de vente aux enchères virtuelles et acheter, vendre, et puis avoir des informations aussi sur les prix, parce que l'opacité du marché de l'art est un sujet. Alors, quand on a accès aux prix sur Internet, il faut savoir les interpréter, et c'est là que voilà, la collection peut aussi vous accompagner pour comprendre la formation d'un prix, parce qu'un prix ne fait pas un artiste, et aussi au sein d'une même de la production d'un artiste, il peut y avoir des périodes avec des prix qui vont varier en fonction de l'importance, on va dire, des périodes au sein de l'œuvre de l'artiste. Mais forcément, les technologies numériques dans le marché de l'art comme dans l'ensemble des marchés ont quand même bien rebalancé les cartes. L'émergence de nouveaux collectionneurs et aussi de nouveaux musées, en fait, dans le développement des pays émergents. L'art, c'est un actif qui est honorifique et en même temps qui permet à des richesses très nouvelles disons, de s'imposer par la culture. La culture, c'est un outil aussi géopolitique certain. Et donc, il y a beaucoup de musées qui se forment, et donc, ça alimente le marché de l'art parce que ces musées, il faut les remplir. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi des jeunes collectionneurs qui vont, disons, dynamiser le marché de l'art. Donc, voilà, le panel de possibilités est plus large, et aussi peut-être parce que l'accès à des artistes qui n'ont pas forcément encore une grande cote sont représentés par des plus petites galeries qui sont accessibles en ligne. Et donc tout ça, encore une fois, approfondit en fait ce marché. Et puis la croissance des HNWI, donc les Ultra High Net Worth Individuals. Donc forcément, c'est 1,5% des grandes fortunes mondiales vivent avec des œuvres d'art parce que ça fait partie d'un certain lifestyle. Moi, c'est pas forcément ce que j'encourage, hein. Ce que j'aime, c'est aussi partager ma passion de l'art, parce que ce projet est né d'une passion. Et donc certains, disons, petit à petit plongent dedans et nourrissent une passion, mais il y a aussi un côté, disons, social à avoir de belles œuvres sur son yacht ou dans son château, mais forcément, ça apporte aussi des liquidités dans le marché, des flux, et ça permet en fait de faire tourner le marché. Donc c'est plutôt une bonne chose, et de faire vivre aussi des artistes. Voilà pour cette slide. Rapidement, sur l'analyse géographique, Paris a repris un peu de place dans l'échiquier du marché de l'art mondial.
C'est encore une fois dû à un événement économique et social, c'est le Brexit. Il y a eu un déplacement en fait du marché vers l'Europe et vers Paris, qui était quand même une place forte historique, qui avait perdu de sa superbe au profit des États-Unis lors du déplacement des artistes et des marchés en fait vers les États-Unis dans les années 50. Mais bon, Paris est quand même une place disons, historiquement très importante pour l'art, qui s'est ouvert aussi sur le reste du monde, à contrario de l'Italie, qui est beaucoup plus fermée sur elle-même, sur le marché de l'art, parce qu'on peut aussi faire un parallèle avec l'Italie, qui est une ville d'art de manière ancestrale, bien sûr. Et donc, Paris bénéficie d'attrait, mais le Royaume-Uni garde quand même une importante part du marché, parce qu'aussi le Royaume-Uni et Londres est alimenté par des grandes fortunes internationales. La Chine, avec l'émergence de collectionneurs, les musées dont je parlais, il y a énormément de musées qui se construisent en Chine. Donc là, c'est intéressant de voir aussi comment le marché évolue, parce que voilà, la Chine des années 2005 n'est pas la même Chine qu'en 2024. Mais les grands acteurs de la place ont leurs bureaux aussi en Chine et à Hong Kong. Et donc, bon, quand même, business continue d'avoir un fort attrait. Et puis, c'est quand même une base d'acquéreurs et donc de jeunes collectionneurs aussi qui est assez forte. Et puis, toujours les États-Unis, parce que les États-Unis sont quand même une grande place très puissante et très libérale, en fait. Et donc, le marché de l'art est très, très actif aux États-Unis, avec des prix et des artistes américains qui, globalement, quand même, surperforment les autres places. Donc, là aussi, en fait, dans une approche d'acquisition d'œuvres d'art, moi, l'idée, c'est d'avoir une collection qui représente différentes nationalités d'artistes, différentes nationalités de galeries. Et ça peut être un filtre, on vous donnera un petit peu des tips pour naviguer dans le marché, mais ça peut être un filtre quand on achète par exemple via une galerie, de voir où est-ce qu'elle est basée, si elle a des antennes uniquement, je veux dire, dans une ville de province française, là où le rayonnement ne sera pas forcément exceptionnel. Cela dit, si elle fait un certain nombre de foires internationales, ça peut fonctionner. Euh, et il y a d'excellentes galeries en France, mais également aussi pas d'avoir une galerie qui est à Paris et à Londres, à Bruxelles ou en Corée. Bah, ça donne aussi une lecture de l'entrepreneuriat de celui qui a monté la galerie, et donc c'est aussi un signal et ça fait partie de, bah, d'une plus-value pour l'artiste qui va avoir une représentation plus globale. Euh, Quelques chiffres. Donc, en 2022, on se base sur le rapport qui a été fait par Claire McAndrew, qui est une art économiste et qui analyse les datas disponibles pour un rapport qui est fourni par UBS. Et donc, on a aux alentours de 67 milliards de dollars en volume de vente. Le marché français quatrième sur la place, donc j'avais vu largement quand même préempté par les US et la Chine et les UK. Et 45% du marché qui se fait aux US. Mais ces chiffres bougent assez rapidement. Maintenant, on voulait aborder un autre sujet qui est plutôt joyeux pour la France, c'est qu'il y a un vrai momentum aujourd'hui avec un certain nombre de marqueurs en fait que Clara va mettre en avant. Oui, j'irais même plus loin qu'Alice. En effet, c'est vrai que la France, il y a un vrai momentum actuellement. Quatre exemples pour illustrer le temps fort du marché à Paris suite au Brexit. En haut à gauche, vous voyez une photo du Grand Palais éphémère avec une affiche de Paris Plus. Histoire un peu hallucinante. Depuis les années 70, la FIAC avait la semaine du milieu du mois d'octobre au Grand Palais pour y organiser sa foire internationale. Et c'était la foire internationale française. Et par un tour de passe-passe de calendrier de location du Grand Palais,
Paris Plus, qui est organisé par la grande foire Art Basel, a réussi à prendre ce créneau et donc à évincer la FIAC qui a littéralement mis la clé sous la porte. Et donc Art Basel, c'est un gros signe pour le marché français puisque c'est la plus grosse foire d'art contemporain à l'international. C'est une foire qui a, donc, comme son nom l'indique, commencé à Bâle et qui a des satellites à Hong Kong, Miami, Bâle restant la plus prestigieuse, et aujourd'hui Paris. Et donc, c'est intéressant de voir que Art Basel, qui est une grosse entreprise, a choisi Paris pour s'installer et par la même occasion, a réussi à évincer la FIAC. Donc, ça, c'est un très beau signe du marché. En haut à droite, vous avez l'annonce du futur musée Giacometti qui va ouvrir sur l'esplanade des Invalides. Ce bâtiment qu'on connaît tous, qui est un peu à l'abandon depuis un certain temps. Ils vont faire des travaux colossaux qui vont commencer juste après les JO. Et ils vont y ouvrir un grand musée, donc juste en face du Grand Palais. Ça, c'est plutôt une nouvelle du côté des musées, des institutions, mais ça va renforcer le rayonnement parisien. Dans la même lignée, on peut parler de la collection Pinault qui a ouvert récemment à la Bourse et plus anciennement de la Fondation Louis Vuitton qui a des expositions exceptionnelles à Paris. On ne se rend pas compte, mais l'offre culturelle des musées est exceptionnelle. En bas à gauche, l'annonce que Bonhams rachète Cornet de Saint-Cyr. Cornet de Saint-Cyr était une maison de vente aux enchères française qui avait été fondée par Pierre Cornet de Saint-Cyr. Et ils ont été rachetés par Bonhams qui, dans la foulée, a ouvert des ventes aux enchères à Paris. Donc pareil, des maisons internationales se mettent à opérer des ventes aux enchères en France. Donc c'est un signe que le marché est vraiment très vivant. Et Paris, comme disait Alice, devient la place forte du marché en Europe post-Brexit. Et en bas à droite, vous avez la devanture de la grande galerie internationale Hauser & Wirth, qui a ouvert en octobre dernier rue François 1er, à côté de l'avenue Montaigne. C'est spectaculaire, c'est un bâtiment entier, ça vaut la peine d'aller voir parce que vraiment c'est sublime. Et House on Wirth fait partie de ces très 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 grosses galeries qui ont choisi Paris comme nouvelle place de vente. On peut citer d'autres galeries, Esther Schippers, Mendes Woods. Vraiment, je pense que ces 2 dernières années, et un peu dans la foulée de l'annonce de Paris Plus, on a vu beaucoup de galeries ouvrir à Paris. Donc, c'est 4 signes du marché que vraiment les choses bougent à Paris. Donc, je pense que c'est un très bon moment pour s'intéresser à l'art. Et en deuxième lieu, on voulait exemplifier un petit peu plus les grandes tendances dont Alice a fait part tout à l'heure. Donc, le momentum français et l'émergence du marché en Asie. Moi, je connais très bien le marché asiatique parce que dans mon poste précédent chez Christie's, je m'étais spécialisée, donc toujours basée à Paris, mais je m'étais spécialisée sur le marché en Asie. Et c'était un super moment parce que pour des collections françaises, il y a eu des opportunités de marché exceptionnelles. Là, simplement un exemple pour illustrer mon propos, ce tableau d'un artiste chinois qui a vécu à Paris qui s'appelle Zhao Wuqi, un tableau monumental hein, qui fait 10 mètres de long, de 1985, avait été vendu par Christie's d'abord en 2005. Et il avait passé la première barre symbolique du million de dollars. C'était le premier tableau asiatique à avoir passé cette barre. Et c'était vraiment le début de l'émergence du marché en Asie. Et Zhao Wuqi, jusqu'à maintenant, avait été un artiste qui était plutôt perçu comme l'artiste chinois de l'école de Paris, un petit peu marginalisé. Il faisait des prix, mais pas colossaux. Et l'Asie l'a récupéré, comme d'autres artistes qui ont vécu en France par ailleurs. Et son marché a explosé. Et donc, ce même tableau s'est revendu en 2018 chez Sotheby's cette fois. Et il a fait 65 millions de dollars. Donc, c'est un très bon exemple, assez efficace pour montrer que le marché en Asie est super porteur. C'est une des tendances du marché actuel, du marché du 21e siècle. Et dans cette foulée-là, bénéficie pas mal de collections françaises parce que Paris a attiré énormément d'artistes au 20e siècle, dont des artistes asiatiques. Je dis asiatiques au sens large parce que ce n'est pas uniquement chinois,
mais il y a aussi beaucoup d'artistes vietnamiens, il y a des artistes japonais, coréens. Et ces artistes-là, aujourd'hui, sont réhabilités sur le marché asiatique et font des prix très importants, qui proviennent souvent de collections françaises. Voilà, deux exemples des tendances du marché actuel. Je vais reprendre un peu la partie allocation. Par ailleurs, moi, j'ai une activité dans la finance et je connais bien aussi voilà, l'intérêt de diversifier les classes d'actifs qu'on peut avoir dans un portefeuille. Et là-dessus, je pense que Culture Patrimoine comprend bien l'intérêt aussi. L'art, c'est aussi une valeur qu'on peut appeler refuge. Alors, refuge, ça n'a pas la même vocation que l'or en période de volatilité des marchés financiers à prendre de la valeur voilà, en période d'inflation ou de volatilité. C'est un complément, mais disons que l'art va réunir un certain nombre de qualités. Déjà, c'est un actif tangible, donc représente une protection contre l'inflation certaine. Et d'ailleurs, on a vu une grande appétence pour le marché de l'art en 2022, ce qui est quand même, voilà, quand on voit ce qu'ont fait les marchés actions et les marchés d'obliges, c'était assez impressionnant. Il y avait vraiment de l'attrait pour le marché. Et donc là, on a un peu un retour plus calme sur le marché de l'art actuellement, mais c'est aussi dans ces moments-là que la théorie rejoint la réalité du marché. C'est évidemment une diversification parce que l'art, comme je le disais, est assez décorrélé. Et au-delà de ça, au sein du marché de l'art et de ce qu'on peut acquérir, on peut aussi avoir une vraie diversification entre des artistes jeunes en début de carrière à l'international et puis ce qu'on appelle un peu du core holdings, donc du fonds de portefeuille avec des artistes plutôt modernes ou après-guerre, mais très établis, très institutionnalisés aussi. C'est ça qui va donner en fait de la profondeur au marché d'un artiste, c'est de faire partie de collections publiques et donc d'être installé dans l'histoire de l'art. Et puis, je pourrais aussi parler de la peinture ancienne et des dessins anciens. Là, on a des prix d'acquisition aujourd'hui qui sont parfois très attractifs. Pas toujours. Là, il y a un Chardin qui passe en vente en juin. Il y en avait un qui a été préempté par le Louvre il y a quelques temps. C'était un panier de fraises et donc là, ce sont des melons. Et il est estimé à 8-12 millions, bon, ce qui n'est pas non plus énorme par rapport à certains Basquiat, hein. Mais sur des dessins ou même des peintures d'artistes du XVIIe, XVIIIe siècle, on a vraiment des prix très attractifs et bon, on peut se constituer des collections splendides. Donc voilà, et puis ça se marie bien avec le moderne aussi. Donc il y a cette partie de diversification de patrimoine, des avantages fiscaux donc pour les corporates comme les personnes physiques, personnes morales, personnes physiques. Et donc ça, Camille expliquera un petit peu les tenants et les aboutissants, mais il y a un vrai attrait de la détention d'art dans son patrimoine d'un point de vue fiscal. Le potentiel de valorisation qui est pas quelque chose, je pense, qu'il faut spécialement mettre en avant parce que le track record est très spécifique par rapport à un artiste, une période, mais globalement, quand même, on peut se mouiller un tout petit peu en disant que si on achète bien, il y a de fortes chances qu'on puisse bien, très, très bien revendre, tout en supportant la détention parce qu'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de dividende à l'œuvre d'art. On peut la valoriser en la montrant, la mettant dans des expositions. Voilà, j'ai des idées en tête d'artistes qui peuvent vraiment bénéficier d'une exposition, de catalogues raisonnés. Donc, voilà, ce potentiel de valorisation, il est aussi important. Et c'est le galeriste là aussi, et c'est dans certains cas, pour les artistes vivants, qui va faire le travail en fait de représenter l'artiste et donc la personnalité entrepreneuse en fait du galeriste, elle fait aussi important, elle fait aussi sens, disons, dans un filtre quand on recherche des œuvres d'art, hein. Donc voilà, c'est les agents en fait.
Et puis, le plaisir, bon, c'est certain que l'art, nous permet de sortir un peu de considérations, uniquement matérielles, et tout le prestige, si ça a de la valeur et certainement que ça en a, voilà, de participer à des foires, à des ventes, à des événements artistiques qui peuvent être, pas uniquement, pavaner avec une coupe de champagne, mais parfois vraiment, visiter par exemple, des collections, privées, avec le collectionneur, voilà, des expériences où vraiment on partage des moments, forts. Donc ça fait partie de tout, l'attrait, de l'art et de cette classe d'actifs, si on peut appeler ça comme ça. Hem, voilà, maintenant, on va rentrer un peu plus dans, voilà, le marché, son disons, sa cartographie et puis, Clara rentrera, dans le détail aussi, des red flags et des green flags pour pouvoir, pénétrer dans le marché de l'art en tant que jeune collectionneur ou même collectionneur averti. Donc on voulait un peu mettre en lumière les principaux acteurs du marché de l'art. Donc évidemment, en haut de, la pyramide, il y a les artistes, et les artistes, il faut les soutenir et ils sont soutenus, quand même par, un certain nombre de programmes et de résidences et aujourd'hui, petite digression, mais il y a aussi la poussée d'un certain nombre de marques de luxe, qui accompagnent les artistes. Je parlais avec un ami artiste, il y a quelques jours, qui est un jeune artiste, enfin bon voilà, 35 ans, qui, est soutenu par exemple par une marque qui est Boucheron, qui, l'envoie en Chine pour aller s'imprégner de la culture et créer des œuvres et donc on voit aussi des collaborations plus, visibles entre, par exemple, Louis Vuitton et je crois que c'est Kusama ou Murakami. Donc voilà, il y a toute cette tendance qui est aussi portée forcément par des grands collectionneurs, comme, les patrons d'LVMH, bien sûr, pour pas le citer. Et donc tout ça, bénéficie en fait aux artistes, donc c'est plutôt une bonne chose, tant que l'art ne devient pas juste un pur produit de consommation. On a aussi évidemment les galeries qui sont très, très importantes et qui font vraiment un travail de fond et heureusement qu'elles sont là pour, voilà, accompagner les artistes dans les hauts comme dans les bas, et avec des galeries qui sont de plus en plus tournées vers le marché. On a vu des phénomènes aussi qui sont assez intéressants, par exemple la prise de participation d'une partie du capital de la galerie d'Emmanuel Perrotin par un fonds d'investissement. Donc on voit qu'on a aussi un peu une financiarisation du marché de l'art. Il y a un potentiel de, de M&A, je pense, dans le marché de l'art qui est important entre la polarisation des acteurs, soit les commissaires-priseurs et les galeries, mais en même temps des personnalités très fortes qui lâcheront pas forcément leur bébé. Mais donc des galeries et des galeristes et des personnalités qui s'expriment, donc très important. Les critiques d'art, parce que c'est important de savoir qui écrit sur les artistes et voilà, d'avoir un œil indépendant. Voilà, c'est ce qu'on propose nous aussi, c'est une indépendance en fait dans le marché de l'art. Les musées qui dictent aussi un petit peu les tendances et qui sont aussi des gros acheteurs, même s'ils n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions, mais il y a aussi des musées privés. Les maisons de vente aux enchères qui permettent aussi une transparence au marché avec des prix qui sont publics. Les foires, qui se multiplient. Aujourd'hui, il y a énormément de foires, il faut savoir dans lesquelles aller. Là, pour information, il y a Art Bruxelles ce week-end, qui est une excellente foire d'art contemporain, que je recommande. Les collectionneurs, bien sûr, qui sont très, importants avec, des gens qui parfois, on va recommander 5 à 10 d'investissement plaisir dans un patrimoine, mais quand, il y a certains collectionneurs qui plongent complètement et puis ça devient 90 du patrimoine. Mais bon, c'est pas forcément une reco, mais il y a des gens qui ont voilà, qui sont vraiment qui deviennent presque professionnels en tant que collectionneurs. Les conseillers en art, donc Art Advisor, qui sont les indépendants du marché et qui, ben voilà, vont aider, à constituer des collections et à donner des bons conseils parce que le marché de l'art est aussi fait, comme n'importe quel marché, de personnes qui sont pas forcément toujours très transparentes. Donc ça permet d'apporter, un œil professionnel
à l'acte d'acquisition, pas rien d'acheter des tableaux et ensuite de savoir comment les assurer, les stocker, les entretenir. Voilà, on ne met pas un dessin ancien en pleine lumière, par exemple. Bon, ça, c'est du bon sens, mais voilà, le conseiller qui va faire, voilà, l'intermédiation et permet aussi de venir vous montrer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et petit à petit, quand on comprend pas quelque chose, on s'y confronte et puis finalement parfois, ben, on adhère donc voilà, ça permet d'ouvrir et puis les plateformes en ligne qui permettent, bah, très vite, d'aller chercher des choses spécifiques, d'avoir des informations donc voilà un petit peu, un panorama des principaux acteurs du marché et petit à petit aussi l'industrie financière, hein, qui comprend bien tout l'attrait de ce marché, et de cette classe d'actifs, dans un patrimoine. Et donc, comme le disait Alice, c'est pas aussi facile d'aller de l'artiste uniquement vers le collectionneur. Il y a toute une série d'intermédiaires. Et de l'intérêt du conseiller en art de vous accompagner dans un projet de collection parce que il faut vraiment avoir les yeux et les oreilles absolument partout. C'est un métier extrêmement compliqué parce que le marché de l'art bouge beaucoup, parce que le prix d'une œuvre est très subjectif et il dépend notamment des cycles économiques, des coûts de production d'un artiste, mais aussi de la galerie dans laquelle il est représenté, de tout un certain nombre de facteurs. Et donc, on l'évoquait, l'artiste travaille avec une galerie qui fait le rôle d'agent, qui donc opère sur ce qu'on appelle le premier marché, qui va vendre une œuvre directement d'un artiste à un collectionneur. Et puis ensuite, moi, j'interviens sur le second marché, donc tout l'ensemble des maisons de vente aux enchères. C'est ce qu'on appelle la revente d'une œuvre d'art. Et donc, on travaille pas avec les artistes directement, en tout cas rarement. De manière classique, c'est pas notre métier. Nous, on travaille avec des collectionneurs, des marchands qui souhaitent revendre une œuvre d'art à d'autres collectionneurs. Et donc, nous, on crée la cote d'un artiste. Euh, et les maisons de vente aux enchères, elles sont très importantes pour l'établissement d'un prix d'un artiste, puisque ce sont des ventes publiques. Et donc, tout le monde regarde combien coûte un artiste aux enchères, parce que c'est vraiment ça qui va faire donc, sa cote, et sur lequel les galeries vont aussi se baser pour ensuite la revente, etc. Donc, il faut vraiment comprendre l'écosystème, parce que de manière classique, on se dit artiste, galerie, collectionneur, maison de vente, collectionneur. C'est un peu ça le parcours d'une œuvre, en fait. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que depuis, je dirais, une dizaine d'années, et ça c'est très décrié, c'est très critiqué, les maisons de vente ont commencé à faire des ventes privées, c'est-à-dire à ne pas uniquement faire des transactions publiques aux enchères, mais à travailler dans le secret avec des collectionneurs en direct et par ailleurs parfois avec des artistes. Donc, elles perturbent un petit peu le travail des galeries. Ça peut arriver qu'une maison de vente qui a des superbes espaces va aller chercher un artiste et lui proposer de faire une exposition dans son espace. Parce qu'on a des espaces très grands, on a beaucoup de frais, et on a besoin aussi de diversifier notre activité et d'animer nos espaces pour les rentabiliser. Donc ça perturbe un petit peu le travail des galeries. Et puis, il peut arriver qu'un collectionneur qui est censé être au bout de la chaîne finalement de tout cet écosystème va aller influencer des artistes, influencer des musées. On peut penser par exemple à Pinault, qui a donc ouvert la Bourse du Commerce pour montrer sa collection à 2 pas de Pompidou. Et moi, ce que j'observe, c'est que quelque part, il a une telle force de frappe qu'il influence non seulement le travail des artistes, parce qu'il achète en masse certains artistes qu'il aime, et les artistes, ça les influence aussi un petit peu à créer ce qui plaît à Pinot. Enfin, bon, c'est un peu l'attrait du marché. Donc, les artistes, ils sont aussi dans cet écosystème et ils sont aussi influençables, malheureusement, mais c'est l'histoire de la vie. Et Pinot, ayant sa bourse juste à côté de Pompidou, il influence également la programmation de Pompidou. Qui a peut-être moins de moyens qu'un collectionneur privé. Donc tout ça est très mélangé, chaque acteur est actif et influence les autres, et il faut connaître et comprendre tout ça pour construire une collection de manière raisonnée. Donc 2 exemples pour illustrer mon propos. Cette œuvre alors peut-être qu'on peut remonter à la slide précédente.
Sterling Ruby, c'est un artiste américain qui est basé à Los Angeles, qui a été beaucoup influencé par l'art graffiti, l'art de rue, mais aussi l'artisanat. Il fait des tableaux qui sont des patchworks de plein de matériaux différents. Il fait aussi des céramiques, comme vous voyez en premier plan. Mais là, je veux parler plus précisément de ce tableau qui a été exposé dans la galerie Gagosian à New York en 2017. Et je connais les prix et je sais que les prix à cette époque-là, en tout cas, étaient au niveau de 400 à 500 000 dollars. Donc, ce tableau a été acheté entre 400 et 500 000 dollars en 2017 chez Gagosian à New York. Et il a été revendu chez Philips. Donc, si on va à la slide d'après, pour 189 000 dollars avec les frais. Donc, un prix bien inférieur à ce qu'il avait été acheté à la galerie. Alors, je suis toujours un peu étonnée, en fait. Je travaille beaucoup avec des collectionneurs, avec des marchands, mais surtout des collectionneurs privés. Et c'est étonnant de voir à quel point les collectionneurs ont leurs habitudes. Alors, soit il y a des collectionneurs qui regardent que les ventes aux enchères. Il y en a certains qui vont uniquement en galerie et qui font confiance à quelques galeries. Mais en fait, pour, je pense, construire une collection de manière intelligente, il faut vraiment regarder les ventes aux enchères et le premier marché et les galeries. C'est vrai que le prix d'un artiste en galerie, c'est assez subjectif. Je parlais à un marchand la semaine dernière qui, en rigolant, me disait, oui, mais ces galeries, les prix, c'est en fonction du coût de la vie de l'artiste et de combien d'ex-femmes il a et de combien d'enfants il doit gérer, etc. Mais bon, c'était un peu une boutade, mais je pense que ça témoigne du fait qu'il faut aussi oser challenger un peu les prix des galeries. Parfois, on se dit, ah, bon, c'est comme un magasin, on prix, etc. Mais il faut faire ses recherches. Et souvent, sur le second marché, pour certains artistes qui seraient peut-être un petit peu moins à la mode en ce moment ou des artistes pour lesquels le second marché est moins soutenu par ces galeries, il peut y avoir des vraies opportunités aux enchères. Donc ça, typiquement, Sterling Moby, voilà, quelques années plus tard, le collectionneur a fait une vraie moins-value. Et ça peut être un vrai intérêt d'aller voir, si vous vous intéressez à Sterling Moby, qui est un très bon artiste, d'aller plutôt regarder les enchères plutôt que les ventes de galeries. Un second exemple, donc l'exemple inverse d'une artiste dont le second marché est bien plus fort que le premier marché. C'est une artiste qui est décédée en 2021, qui s'appelle Ethel Adnan et qui a eu une reconnaissance vraiment tardive parce que elle a travaillé un peu dans l'ombre toute sa vie. Elle fait un travail extrêmement poétique, très joyeux, très beau. C'est une artiste d'origine libanaise qui est également une grande poète, qui était une grande poète et qui est représentée par la galerie française Le Long, qui a un espace avenue Matignon et qui a une reconnaissance tardive puisqu'elle a été un peu découverte par le grand public à la Documenta de 2012, qui est une exposition internationale. Et on a commencé à s'intéresser à son travail. Donc, en 2020, cette œuvre que vous voyez sur la gauche a été achetée chez Lelon pour entre 20 et 30 000 euros. C'était les prix que Lelon pratiquait à l'époque. Ils ont depuis un petit peu augmenté leur prix, mais ça reste raisonnable. Et c'est une œuvre qui a été revendue également chez Philips, si on va à la slide d'après, pour près de 130 000 dollars. Pourquoi? Parce que il y avait peu d'offres sur le premier marché. Je pense que toutes les œuvres de cette exposition étaient vendues, assez rapidement d'ailleurs. Et il était difficile donc de se procurer une œuvre. Il y avait beaucoup de demandes et donc ça a de fait boosté les ventes aux enchères pour cet artiste. Donc, ces deux exemples contradictoires, mais pour vraiment montrer que quand on s'intéresse à un artiste, il faut regarder absolument partout. Il faut connaître les prix des galeries, il faut comparer les prix des galeries, il faut aller voir les prix qui s'opèrent en vente privée, donc auprès de marchands, courtiers et maisons de vente aux enchères en privé. Et il faut regarder les ventes aux enchères pour voir ce qui est plus intéressant parce que tout artiste a plusieurs marchés, en fait. Ensuite, l'idée, c'était de vous donner quelques tips justement de... Alors Alice, tu voulais présenter la Non, slide non, peut-être? mais bon, j'ai un peu dit en parallèle, plutôt, en fait, quelles sont les bonnes questions à se poser pour défricher un peu le marché de l'art quand on commence
à s'intéresser à la collection. Et donc, voilà, Clara donnait un peu des bonnes pratiques. Oui, c'est vrai que quand on aime l'art, quand on a envie de collectionner, il y a plusieurs approches et elles sont toutes valides, hein. Moi, je connais des collectionneurs qui sont très impulsifs et qui vont dans une foire, par exemple, et qui aiment une œuvre et ils achètent. Et voilà, c'est leur goût, c'est leur œil, ils se fient uniquement à leur plaisir. C'est aussi assez égocentrique, c'est une œuvre qui leur parle pour des raisons personnelles et c'est très bien. Mais si vous voulez avoir une démarche, comme je disais, un petit peu plus raisonnée, il y a quelques questions à se poser. Et c'est là où vraiment un conseiller peut vous aider parce que c'est vraiment un métier. Et ça demande d'être extrêmement informé mais à tout moment parce que le marché de l'art bouge beaucoup, qu'il est très influencé par l'économie, la géopolitique, par plein de facteurs extérieurs, et qu'il est très international. Donc, il faut vraiment aller voir toutes les foires, toutes les expositions, toutes les ventes aux enchères, tous les musées, pour vraiment comprendre comment les choses bougent. Donc, plusieurs slides de fin pour récapituler un petit peu les bonnes questions qu'il faut se poser quand on tombe amoureux d'une œuvre d'art, que ce soit dans une foire ou dans une galerie ou ailleurs. En premier lieu, il faut regarder l'œuvre d'art et comment elle s'insère dans le corps de travail d'un artiste. Est-ce que cette œuvre-là, elle est reconnaissable de l'artiste? Ou est-ce que c'est une œuvre qu'il a fait? Voilà, tout artiste a des bons et des mauvais jours. Il y a des artistes qui ont été très fidèles à leur style toute leur vie. Il y a d'autres artistes qui fonctionnent par série. Et il y a des séries qui sont peut-être un peu plus intéressantes que d'autres. Et puis, c'est vrai que si vous achetez une œuvre d'un artiste qui est vraiment très particulière dans son travail, dans son corps de travail, euh, ce sera peut-être pas le meilleur achat, je parle en termes de valorisation, parce que on aime bien, effectivement, le marché aime bien choisir le travail d'un artiste qui est reconnaissable de cet artiste-là, qui est issu d'une série qui est vraiment valorisée, donc il faut vraiment ne pas hésiter à feuilleter des monographies d'artistes pour voir à quelle période l'œuvre a été faite, est-ce qu'elle est issue d'une série, est-ce qu'elle est reconnaissable du travail de l'artiste, est-ce que l'artiste lui-même fait partie d'un mouvement? Donc, essayez de prendre un petit peu de hauteur sur l'œuvre qui vous plaît. Mais déjà, en premier lieu, il faut qu'elle vous plaise et c'est là-dessus qu'on va partir. Et ensuite, prendre un petit peu d'auteur et voir comment elle s'imbrique dans une histoire de l'art un petit peu plus large. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de creuser un peu le CV de l'artiste. Quel âge a l'artiste? Si c'est un artiste d'une vingtaine d'années, c'est un très jeune artiste, ça peut valoir très cher parce qu'il y a des jeunes artistes dont la cote évolue très très vite. C'est peut-être un peu plus risqué que d'acheter une œuvre. Je reviens sur Ethel Adnan, qui était une artiste aujourd'hui décédée, dont on connaît complètement le travail, dont on arrive à vraiment, on a vraiment du recul déjà sur sa production. Donc l'âge de l'artiste est important. Est-ce que l'artiste a déjà une portée internationale? Est-ce qu'il a déjà bénéficié d'expositions de musées? Est-ce qu'il est représenté par une bonne galerie? Anis l'évoquait un petit peu par le passé. Il y a des galeries qui sont très locales. Il y a des galeries qui ont une petite boutique à Paris ou en province, et c'est très bien. Mais les artistes qui sont soutenus par des grosses galeries qui ont plusieurs lieux à travers le monde, c'est plus rassurant pour le marché, puisque effectivement, une grosse galerie va permettre à un artiste un rayonnement plus international. Donc ça, c'est aussi, faut aussi vraiment évaluer la réputation de la galerie, la taille de la galerie, qui permet vraiment de booster le marché d'un artiste. Et en dernier lieu, est-ce que l'artiste figure dans des collections importantes? En général, c'est précisé sur le CV d'un artiste. Si Pinault le collectionne, s'il vient dans la collection de LVMH, s'il est dans la collection d'un musée. C'est souvent des événements sur le marché. Pompidou a acheté une œuvre de tel artiste. Et voilà, ça témoigne aussi d'une reconnaissance institutionnelle de l'artiste. Ensuite, il faut se renseigner sur son marché. Comme je l'évoquais avant, il faut comparer. Voilà, c'est intéressant d'aller voir, de découvrir un artiste en foire, mais plutôt que d'acheter sur le moment, je vous conseillerais de regarder ce que l'artiste fait en vente aux enchères. Ça peut être moins cher, ça peut être plus cher. De regarder si l'artiste est représenté par d'autres galeries. En général, les galeries, elles se répartissent à travers le monde la représentation d'un artiste.
Un artiste peut être représenté en France par une galerie et aux États-Unis par une autre galerie. Et chaque galerie a un stock d'œuvres différent. Donc, vous pouvez aller voir l'autre galerie, contacter sa galerie aux États-Unis et demander ce qu'ils ont en stock de cet artiste, regarder les prix. En général, ils se mettent d'accord sur les prix. Si c'est du premier marché, si ce sont des galeries qui travaillent directement avec l'artiste, les prix sont identiques, mais vous pouvez avoir une autre œuvre qui vous plaît plus dans la galerie américaine, c'est possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier marché, mais il peut y avoir des œuvres du même artiste sur le second marché, à savoir dans des galeries qui revendent des œuvres ou auprès de maisons de vente aux enchères. Donc, comparez vraiment les prix à travers tout le marché. Ce sera mon troisième conseil. Et en dernier lieu, ce sont des questions un peu plus techniques, mais qui peuvent avoir leur importance. Est-ce que l'œuvre passe la porte de votre immeuble? Quels sont les frais de transport? Parce que si vous vous intéressez en ligne, vous trouvez une œuvre sur le site de Philips d'une vente en ligne qui a lieu à New York. Eh bien, il faudra demander un devis de transport. Est-ce que les taxes d'import sont comprises dans le prix? Vous pouvez aller à Paris Plus, donc à Paris, voir une œuvre. Et en fait, il s'agit d'une galerie internationale qui va vous donner un prix, mais qui a importé l'œuvre temporairement en France. Et donc, il va falloir rajouter les taxes d'import qui sont en France de 5,5% pour les œuvres d'art. C'est des choses à prendre en compte. Quel est l'état de conservation de l'œuvre? Il faut toujours demander un rapport de condition quand on s'intéresse à une œuvre dans une maison de vente aux enchères. C'est légal, c'est-à-dire que si vous découvrez après qu'il y a un problème sur l'œuvre quand vous la recevez, si le problème n'a pas intervenu pendant le transport, vous pouvez vous retourner vers la maison en leur disant bah, « Moi, j'ai acheté cette œuvre, vous m'avez fourni un rapport de condition dans lequel le problème de condition que j'observe sur cette œuvre n'est pas mentionné, et donc ils vont devoir vous dédommager. » Est-ce qu'il faut une restauration? Est-ce qu'il faut l'encadrer? Voilà, c'est aussi des coûts à prendre en compte quand on achète une œuvre. Et puis en dernier lieu, le process d'authentification d'une œuvre qui varie par artiste. Quand les artistes sont vivants, c'est assez simple. La galerie, en général, s'occupe de garantir l'authenticité d'une œuvre. Mais quand l'œuvre passe aux enchères, il faut s'enquérir du processus d'authentification. Est-ce que l'œuvre est accompagnée d'un certificat? Est-ce qu'il existe un certificat pour l'artiste? Il y a des artistes pour lesquels aujourd'hui c'est assez problématique puisqu'il n'y a pas de processus d'authentification. Parce que ces artistes sont décédés, que leurs héritiers n'ont pas mis en place un studio qui délivre ou n'ont pas accès aux archives ou ne sont pas assez aguerris pour juger de l'authenticité du travail de leurs parents. Et il y a des artistes pour lesquels il n'existe pas de certificat, ou aujourd'hui on ne délivre plus de certificat. Donc ça, c'est le cas par exemple de Basquiat, de Keith Haring. C'est des grands artistes pour lesquels il faut systématiquement demander si un certificat vient avec l'œuvre, puisqu'un certificat peut avoir été mis à l'époque du vivant de l'artiste ou à l'époque où un expert était en place. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est des processus qui sont fidèles à chaque artiste. Voilà toutes les questions qu'il faut se poser pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un conseiller qui vous accompagne là-dedans. Merci Clara, merci Alice. Il nous reste 10 bonnes minutes. Un petit point sur la fiscalité. On va aller assez rapidement sur ce point-là, sachant que, comme vous le savez, à la fin du webinaire, vous avez un petit formulaire que vous pouvez remplir si vous voulez être contacté par Alice ou par Clara ou par moi sur le côté plus fiscal. Donc, on va voir deux choses, les personnes physiques et les personnes morales. Donc, personnes physiques, hein, c'est des personnes comme vous et moi, et les personnes morales, c'est tout ce qu'on appelle les entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont une personnalité juridique à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous allez vendre une œuvre d'art au sens large, vous avez deux possibilités en fait. La possibilité numéro 1, c'est soit le particulier, donc vous avez bien la preuve de l'origine de son œuvre, donc ça c'est quand même important lorsque vous achetez une œuvre de bien la conserver. Et l'option numéro 2, c'est vous ne détenez pas la preuve de l'origine de son œuvre. Donc si vous détenez la preuve, vous avez deux options en termes de fiscalité. Vous avez le forfait qui est de 6,5%. Et vous avez l'option numéro 2. Si vous détenez la preuve, toujours pareil, vous avez ce qu'on appelle le régime de la plus-value avec abattement.
Et si vous ne détenez pas la preuve d'origine de votre œuvre d'art, c'est de facto le 6,5 qui s'applique. Donc, retenez que si vous voulez avoir le choix, il faut que vous ayez la preuve. Un petit zoom là, juste sur notre régime de plus-value. Qu'est-ce qui va déterminer la plus-value? Donc, dans la majorité des cas, en fait, on n'a pas tout le détail, mais en tout cas, si vous êtes dans une acquisition, là, comme l'a dit Clara et Alice, dans une œuvre plutôt contemporaine, normalement, vous avez tout le détail de ça. Donc, le détail de la plus-value, vous avez tout ce qui est les dépenses, leur taxe pour le prix d'achat, la preuve d'achat et la date de l'achat, qui est très importante si vous voulez prendre l'option sur la plus-value avec abattement. Parce qu'évidemment, l'abattement, qu'est-ce que c'est? Ça vous donne droit à un pourcentage d'abattement par année. Là, le taux qui s'applique, qu'est-ce que c'est? C'est 36,2. Et après, vous avez une exonération qui est importante de retenir de plus de 22 ans. C'est-à-dire que si vous détenez votre œuvre d'art depuis plus de 22 ans et que vous avez la preuve d'achat, vous êtes exonéré sur la plus-value. Donc, il y a des cas d'exonération que je vais citer brièvement. Donc, tout ce qui est vente de moins de 5 000 euros, tout ce qui est vente à l'État, lorsque vous êtes non-résident, lorsque c'est l'artiste s'il l'a bien créé, et évidemment, quand vous avez une exonération, quand vous détenez l'œuvre d'art depuis plus de 22 ans. Je fais rapidement un petit exemple. Là, on est dans le cas où Monsieur Patrimoine, il a acheté, donc évidemment, j'ai pris quelque chose d'assez parlant, hein, en novembre 2000, un dessin de Picasso, L'homme à la pipe, d'une valeur nette de 1 million d'euros. En octobre 2018, il la revend chez Christie's à 2,5 millions, sachant qu'on a eu un peu de frais de vendeur. Donc finalement, quel est le système le plus avantageux? Vous vous souvenez, il y a deux options. Soit j'ai mon option forfait, soit j'ai mon option régime sur la plus-value. Ici, ce qu'on va remarquer, c'est que finalement, le régime avec la plus-value, avec abattement, va nous permettre quand même un gain d'environ 50 000 euros. Donc évidemment, hein, quand on parle de 1 ou 2 millions d'euros, c'est peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même avoir en tête que lorsque vous avez la preuve d'achat, il y a quand même quelques gains à faire sur le choix de la fiscalité. Je fais un petit zoom sur l'IFI parce qu'on a souvent le cas avec les clients. Donc, l'IFI, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez un seuil, c'est-à-dire lorsque vous dépassez le seuil de 1,3 million de patrimoine net. Attention, je parle bien de patrimoine net et pas de patrimoine brut. Vous êtes imposé à l'impôt sur la fortune immobilière à partir de 800 000 euros. C'est-à-dire que vous avez un patrimoine net qui excède le 1,3 million, vous devez déclarer l'IFI avec le barème que vous voyez dans ma petite slide qui va de 0 à 1,5%. Pourquoi c'est important et pourquoi j'en parle ici dans mon œuvre d'art, dans le marché de l'art? C'est parce que vous avez un mécanisme en France qui a été d'ailleurs remis au goût du jour par notre cher François Hollande, qui a un principe que vous ne pouvez pas payer plus de 75% d'impôts par rapport à vos revenus. C'est-à-dire c'est-à-dire que votre impôt sur le revenu, vos prélèvements sociaux, votre IFI et votre CEHR, c'est contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est un impôt un peu plus exceptionnel. C'est-à-dire que tous ces impôts-là ne peuvent pas excéder 75% de vos revenus. Pourquoi je le dis ici? Parce qu'on a souvent le cas avec des personnes qui bénéficient de certaines niches fiscales en France qui, en fait, n'ont pas de revenus. Donc, ils ont un patrimoine immobilier, ils ont un patrimoine financier, ils ont un patrimoine artistique, mais ils n'ont pas de revenus qui sont générés. Donc, de facto, il y a zéro impôt qui sont issus de ça. Et donc, en fait, finalement, quand les personnes vont céder une œuvre d'art, en fait, ça va déclencher ce qu'on appelle le déplafonnement de mon IFI. C'est-à-dire que le mécanisme où je ne paye pas plus de 75% de mes revenus, en fait, si je cède une œuvre d'art, bah, de facto, en fait, ma plus-value va être considérée comme un revenu et en fait, va me faire déplafonner complètement mon IFI. Donc, j'ai pris un petit exemple chiffré pour que ça soit un petit peu plus parlant.
Monsieur Patrimoine n'a pas de revenus et donc ne paye pas l'IFI. Son patrimoine immobilier est de 10 millions d'euros et donc normalement, il devrait payer un IFI de 98 000 euros. Sauf qu'avec le plafonnement IFI, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas payer plus de 75% de ses revenus et comme il n'a pas de revenus, il ne peut pas payer d'impôts. C'est la beauté du système français. Il y a certaines niches fiscales comme ça qui sont assez importantes. Et donc, dans notre dans notre exemple précédent, les revenus passent de 0 à 1,2 million. Donc, le 1,2 million, hein, c'est bien ma plus-value. Et donc là, en fait, la somme de ma fiscalité doit évidemment pas dépasser le 954 000 parce que c'est 75% de mon 1,2 million. Mon 1,2 million, c'est ma plus-value dans mon exemple précédent. Je vais un petit peu rapidement, mais vous allez vite comprendre dans mon slide d'après. Et donc, en fait, si mon client cède cette œuvre d'art avec ma plus-value, ça va le déplafonner. Donc, il va payer le 98 000 euros. Et donc, dans mon cas où tout à l'heure, mon client, l'option la plus favorable, c'était l'option sur la plus-value avec abattement, où il ne payait que 115 000 euros de plus-value. En fait, le fait de le céder et de le mettre dans mon option sur la plus-value va lui faire payer en plus 98 000 euros d'ici. Donc, finalement, vous voyez que mon option forfaitaire à 6,5 peut de facto être plus avantageuse. Bon. Pour en résumer en conclusion, lorsque vous cédez une œuvre d'art et que vous êtes imposé à l'IFI, posez-vous bien la question de savoir si vraiment l'option sur la plus-value est plus avantageuse. Parce qu'en fait, vous voyez que si ça vous déplafonne de l'IFI, en fait, vous allez avoir une accumulation d'impôts et ça va être de facto en fait moins avantageux que l'option forfaitaire. Donc, faites-vous accompagner lorsque vous cédez une œuvre d'art, puisqu'il peut y avoir des conséquences. En fait, il faut regarder vraiment la fiscalité dans sa globalité et non pas se dire « Ah, mais je sais que cette option sur la plus-value est la plus avantageuse ». Non, parce qu'il peut y avoir d'autres impacts fiscaux. Et là, je vais un petit peu plus vite. Et donc, sur le côté donation, lorsque vous avez des enfants et que vous voulez faire une donation d'œuvres d'art à vos enfants, il faut absolument privilégier la donation partage. Vous ne pouvez pas faire une donation simple à vos enfants lorsque vous êtes une personne physique, puisque si vous faites une donation simple, ça ne va pas figer les valeurs et vous risquez d'être en conflit. Enfin, à votre décès, vos enfants risquent d'être en conflit, puisque l'enfant qui a reçu l'œuvre d'art, si elle prend de la valeur va devoir être réinclus dans la succession. Donc, faites bien attention lorsque vous donnez une œuvre d'art à un de vos enfants. Il faut que vraiment vous fassiez une donation partage. Ensuite, sur les personnes morales, je vais juste dire un petit mot et puis après, on va s'arrêter là. Vous avez des règles de mécénat, notamment dans l'achat d'art contemporain, où vous avez deux conditions. L'artiste doit être vivant et l'œuvre doit être accessible au public. Et en fait, ça, on le voit souvent chez des clients, c'est-à-dire que en fait, l'œuvre d'art peut être complètement amortie en fait, dans le bilan comptable. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous voyez, dans des entreprises, il y a une véritable collection en fait, au sein des locaux professionnels, puisqu'il y a une vraie optimisation à faire, ne serait-ce que dans l'amortissement du bilan comptable. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une belle œuvre pour l'entreprise et ses clients. Et Alice et Clara peuvent vous accompagner dans la sélection d'œuvres d'art pour votre entreprise. Et après, je finirai sur meubles meublants ou objets d'art. Ce n'est pas la même méthode d'évaluation. Retenez bien ça. Donc là, je vais pas aller dans le détail puisqu'on n'a pas assez de temps. Et en fait, ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que la méthode de définition entre meubles meublants et objets d'art, elle n'est pas évidente. C'est une appréciation encore floue, donc c'est pour ça il faut vous faire accompagner par des professionnels comme Alice Ducrot ou par Clara, parce qu'il peut y avoir vraiment des distinctions de fiscalité. Donc, on est toutes les trois à votre disposition sur ça, puisque, comme l'a dit Clara tout à l'heure, c'est un marché assez complexe et il faut quand même bien l'avoir en tête.
aujourd'hui, comment Culture Patrimoine et la collection peuvent vous accompagner. Donc là, je vais finir, il est 37, on se laisse encore 3 à 5 minutes. Mais Culture Patrimoine peut vous accompagner dans tout ce qui est calcul de la fiscalité d'une opération de cession d'une œuvre d'art. Un conseil patrimonial, comme l'a dit tout à l'heure Alice Ducrot, sur le côté de diversification. Aujourd'hui, on voit le marché immobilier, il est un petit peu en berne, et le marché financier, les gens ont beaucoup plus tendance à s'orienter vers tout ce qui est œuvre d'art, private equity, donc sur des choses qui ont qui ont plus de sens que de la simple performance. Et aujourd'hui, le patrimoine peut également vous faire une stratégie d'investissement en fonction de votre aversion au risque. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un accompagnement personnalisé, et notamment sur le long terme, notamment quand on est dans des actifs comme dans le patrimoine artistique. La collection, Alice, tu veux redire un petit mot sur comment tu peux accompagner les clients ici? Oui, bah, l'idée, voilà, c'est déjà de prendre un rendez-vous, de voir un peu quel est le cadre d'acquisition, comme tu le disais, que ce soit personne physique ou personne morale, il va y avoir d'autres possibilités d'un point de vue fiscal et d'autres règles d'un point de vue détention, exposition. Donc voir un peu le cadre, l'enveloppe envisagée, le coût, l'existant, s'il y a des arbitrages à faire. Et puis, ensuite, on fait une lettre de mission où, en fait, on s'engage à déployer, la somme, sur, un certain, rythme dans une certaine fenêtre de temps. Et puis, ensuite, l'accompagnement, se met en place avec, des suggestions de façon à resserrer un petit peu sur, un certain nombre d'œuvres, d'artistes, dans le cadre d'un portefeuille qui sera, voilà, cohérent, diversifié. Alors, ça peut être l'acquisition de plusieurs œuvres, si on s'inscrit dans la durée, mais ça peut être aussi, dans le cadre, de l'acquisition d'une œuvre principale, hein. Une enveloppe, elle peut être subdivisée, mais elle peut être aussi orientée, sur une grosse acquisition annuelle, par exemple. Et puis, ensuite, on vous accompagne sur, la détention, que ce soit, voilà, l'assurance, comme je disais, la conservation, s'il y a des restaurations à faire et puis, la gestion, se tenir informé de l'actualité, de l'artiste pour pouvoir éventuellement, participer avec l'œuvre à des expositions, hein, ça peut vraiment avoir du sens et puis ensuite, accompagnement à la cession. Sachant que l'accompagnement à la session peut être un service aussi à part. Si vous avez, des œuvres d'art et que vous avez besoin de les faire expertiser, et de voir quelles sont vos options pour les céder, on peut aussi vous accompagner là-dessus et donc l'idée aujourd'hui de ce webinaire avec Clara, c'était de mettre en lumière un des partenariats, que l'on a, hem et donc ça permet d'avoir un contact, en fait, privilégié parce que là aussi, quand on veut, par exemple, mettre en vente une œuvre d'art, bah, ça va être différent, de la vente de gré à gré, donc sur un marché privé, ou bien de la vendre C'est dans quoi? une C'est maison de honnête. vente. Oh. Là, il y a aussi des conditions qu'on peut, négocier avec les maisons de vente, sur, les frais, en fait, qui sont pris par les maisons. Donc, voilà, l'ensemble du panel de possibilités que l'on va couvrir, à la collection. Donc, un grand merci à nos 3 intervenantes. Juste avant de passer aux questions-réponses, nous vous demandons donc de scanner ce QR code pour accéder au feedback form. J'ai également envoyé le lien dans le chat. Donc, vous pourrez indiquer si vous souhaitez être contacté par Culture Patrimoine, par la collection, et également si vous souhaitez recevoir le support de la présentation par email. Vous pourrez également l'indiquer dans ce feedback form. Donc, ça prend vraiment 2 minutes et c'est très important pour nous puisqu'il nous permet de recevoir vos commentaires, vos conseils pour nous améliorer de webinaire en webinaire